Bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de continuer notre exploration des outils liés à React et on va découvrir aujourd'hui Create React App. Donc pour travailler avec React, ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que tout simplement dans notre HTML, on a chargé React en mode développement, on a chargé React DOM et ensuite on a chargé Babel pour pouvoir travailler avec le JSX. Donc ça c'est très sympa pour pouvoir tester React et expérimenter un petit peu avec, mais ce n'est pas du tout ce que l'on utilisera en production. En production, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser des bundlers qui vont permettre de morceler notre JavaScript en plusieurs fichiers et qui nous permettront ensuite, lorsque l'on passera en production, de ne générer qu'un seul fichier. Donc le problème, c'est que la configuration de ces bundlers peut être un petit peu compliquée, encore plus avec React et Babel. Donc pour simplifier les choses, Facebook propose un template que l'on va pouvoir utiliser pour commencer rapidement. Alors ce template, pour être utilisé, il a besoin de Node.js. Donc je ne reviendrai pas forcément dessus dans cette formation, mais si vous n'avez jamais utilisé Node.js, je vous invite à regarder les premiers chapitres de cette formation. Au moins découvrir ce qu'est Node.js et comment l'installer sur votre système. Donc moi ici, si je tape la commande node-version, j'ai la version 12, mais ça fonctionne avec n'importe quelle version qui est plus récente. Donc vous l'installez si ce n'est pas déjà fait. Donc pour travailler avec ce template-là, il suffit de taper la commande npx create react app suivi du nom de votre application. Attention, le nom de votre application doit être en minuscule séparé par des tirets, pas de majuscule ou de camel case par exemple. Donc moi au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de npx create react app et je vais lui dire que je vais créer une application qui va s'appeler tuto-react. Automatiquement, il va télécharger les différentes dépendances et installer 4 choses. React, React DOM, donc ça c'est les choses que l'on a déjà vues, React Script qui sont des scripts qui vont permettre de démarrer un serveur de développement ou de construire votre projet, et ces scripts utilisent CRA Template qui est le template Create React App. Au-delà de ça, il va installer tout un tas d'autres dépendances que vous allez voir défiler, qui permettent de compiler, de tester le code, de linter, de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, plein de choses. Donc une fois que c'est fait, on va vous donner quelques instructions. Donc on vous dit que globalement, vous avez 4 commandes, yarn start qui permet de démarrer un serveur de développement, yarn build pour construire vos fichiers que vous allez ensuite pouvoir envoyer en ligne, yarn test pour lancer les tests, ça on en parlera beaucoup plus tard dans cette formation, et yarn eject qui va retirer create react app et vous donner directement la configuration. Donc nous on va se rendre dans le dossier qui a été créé, donc c'est le dossier tuto-react, et je vais démarrer ça avec Visual Studio Code pour qu'on puisse voir de quoi il en retourne. Donc par défaut, la structure est relativement simple. On a un dossier public qui va contenir les fichiers statiques, donc ce sont des fichiers qui ne vont pas être générés par le serveur. Ensuite, on a src qui sont nos sources, donc on rentrera par le fichier index.js. Et après, à la racine, on a le fichier package.json qui contient les différents scripts que l'on a évoqués précédemment. Donc vous le voyez, si vous regardez ce fichier package.json, il est très simple parce que une grande partie de la complexité est cachée derrière React Scripts. Si maintenant on regarde la partie src, on va voir que le fonctionnement est différent de celui que l'on a vu jusqu'à maintenant. Lorsqu'ils travaillent avec React, ils importent React depuis le dossier Node Module, en faisant un import React from React. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire grâce à l'utilisation de Webpack derrière. Pareil, ils utilisent React DOM. On a aussi la possibilité d'importer du CSS, et aussi d'importer d'autres fichiers qui sont au même niveau. Ensuite, il fait un react-dom.render, donc ça c'est la même chose que ce que l'on avait vu dans les autres chapitres. Et à l'intérieur, on a un petit peu de JSX avec le strict mode, ça on n'en a pas parlé, mais c'est simplement un composant qui va automatiquement vous afficher des alertes si vous utilisez des fonctions qui sont dépréciées ou si vous avez des problèmes avec des effets de bord. Donc c'est une sorte de mode debug qui vous donne un peu plus d'infos. Et à l'intérieur, on a notre app qui est donc un autre composant. Donc plutôt que d'avoir tous les composants dans un seul et même fichier, ce que va nous permettre de faire ce template-là, c'est de pouvoir morceler en plusieurs fichiers. Et ça c'est très intéressant pour avoir une meilleure organisation. Au niveau du fichier app.js, pas grand chose de particulier à dire, on voit que c'est du JSX, et c'est simplement une fonction. Donc là il utilise un composant sous forme de fonction qu'il exporte, et qui peut donc ensuite être importé et utilisé ailleurs. Si je veux voir à quoi ça ressemble, il me suffit d'ouvrir un terminal, et je vais faire un coup de yarn start. Automatiquement, cette commande va démarrer un serveur de développement sur le port 3000. Donc, si je fais localhost 2.3000, mais par défaut ça devrait s'ouvrir automatiquement, on voit bien notre petit logo et ça démarre. Ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que si vous modifiez un de vos composants, automatiquement il va réactualiser la page sans que vous ayez besoin de rien faire. Et ça c'est plutôt intéressant.
Alors maintenant, imaginons que à la place de ce petit logo, dans notre app, on ait envie de créer l'horloge. Donc je vais aller créer un nouveau fichier pour séparer les choses. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler clock.jsx. Donc vous pouvez utiliser l'extension JS, mais si vous mettez l'extension JSX, ça permettra à votre éditeur de tout de suite comprendre que vous travaillez avec React. Et ça permet aussi à des bundlers de comprendre que dedans vous avez du JSX et du coup qu'il faudra faire des conversions. Donc nous, ce que l'on faisait, c'est qu'on créait une classe que l'on appelait clock et qui extends de react.component. Alors maintenant que vous utilisez Webpack, vous pouvez importer les éléments dont vous avez besoin. Donc vous pouvez faire un import, et je veux importer la partie component depuis React, comme ceci. Et ça vous permet ensuite d'avoir un petit peu plus de clarté et de mieux morceler votre code. Alors, dedans, on va avoir une fonction render qui retournera une simple div qui contiendra à l'intérieur la date. Pour avoir la date, dans le constructeur, on va prendre les propriétés et tout de suite on fait un super de props. Je vais définir au niveau de mon state que j'ai la date et par défaut c'est une nouvelle date. Ensuite ici je peux afficher ma date que je vais formater en faisant un this.state.date .toLocal string. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc ce composant, si on souhaite l'utiliser ailleurs, il faudra tout simplement exporter les choses. Donc soit vous pouvez mettre un export, si vous voulez un composant nommé, soit export default. Moi j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser export par défaut, parce que si demain vous avez peut-être besoin d'exporter d'autres composants depuis ce fichier-là, ça peut être utile. Donc moi j'ai tendance aujourd'hui à utiliser de moins en moins le export default. Et ça permet aussi d'avoir du tree checking, donc c'est intéressant. Donc à ce niveau-là, je vais pouvoir importer clock, et je vais l'importer depuis le fichier clock.jsx. Vous pouvez omettre l'extension, il cherche automatiquement des fichiers qui finissent par JS ou JSX. À l'intérieur de mon composant app, je vais simplement mettre ici mon composant clock, et je vais l'auto-fermer. Si je sauvegarde, je vais avoir une petite erreur en console. On me dit « fail to compile », et cette erreur, elle apparaît aussi au niveau de notre page. Ça, c'est intéressant. On nous dit « React must be in scope when using JSX ». Donc cette erreur, elle est tout simplement due au fait que ici, Babel va convertir, comme on l'a vu, par des appels à react.createElement. Or, dans ce fichier, on n'a aucune occurrence de React. Du coup, il va y avoir une erreur. Et c'est ce que nous dit cette erreur en console. Donc dès que vous utilisez du JSX, il faudra importer React en haut, même si vous ne l'utilisez pas de manière évidente, parce que ça sera utilisé dans la version compilée. Et je vois bien alors que j'ai ma date qui s'affiche convenablement. J'ai en revanche une petite erreur en console, je l'ai aussi dans la console de mon navigateur, qui me dit attention, tu utilises le logo à ce niveau-là, tu le définis, mais tu ne l'utilises jamais. Donc ça, c'est l'ESLint, c'est fourni automatiquement par ce template-là. Il vérifie que votre code est valide et il vérifie que vous n'avez pas fait de petites erreurs au niveau de votre formatage, mais aussi au niveau de l'utilisation. Et là, basiquement, il nous dit qu'on a déclaré une variable qu'on n'utilise jamais. Donc c'est un peu bête et mieux vaudrait ne pas la définir du tout. Et si je corrige ce problème-là, je vois que ça marche bien. Donc voilà globalement comment fonctionne ce template-là. Je vais juste rajouter un component didMount pour lancer notre timer et faire en sorte que notre horloge avance. Et vous voyez que dès que j'ai tapé component didMount, il y a une sorte d'autocomplétion. Vu qu'on utilise le système d'import et que ici on importe React, notre éditeur est capable d'analyser le code et sait que dans les composants de type component, on a ces méthodes-là. Il nous met en revanche un point d'interrogation simplement pour nous dire que c'est une méthode qui n'est pas nécessaire. Il n'est pas obligé de la définir. Si, j'écris render, on voit que render n'a pas de point d'interrogation parce que cette méthode est nécessaire au bon fonctionnement d'un composant. Voilà pourquoi vous voyez ces points d'interrogation. Donc on va lui dire lorsque le composant est monté, je vais démarrer un timer en faisant this.timer égale window.setInterval et on va lui dire que toutes les secondes, on va lancer une fonction et cette fonction fera un this.setState et changera la date. Donc je mettrai date de point new date. Vu que je fais ici appel à this, il faut plutôt que j'utilise une fonction fléchée ou que je fasse un bind this. Je vais utiliser la fonction fléchée, c'est plus rapide. Lorsque je démonte mon composant, donc on va mettre component will unmount, je vais lui dire de faire un window.clearInterval et je vais supprimer l'intervalle this.timer. Cet intervalle, je vais le définir dès le début pour pas avoir de problème en disant que this.timer égale nul. Impeccable. Donc je réactualise, enfin je sauvegarde et automatiquement je vois
que ça recharge les choses. Il me souligne ça en jaune parce que j'avais activé dans la partie Profiler la mise en surbrillance des éléments qui sont mis à jour. Je vais décocher ça, c'est plutôt ici, ou Général, voilà, hop. Je trouve ça un petit peu déstabilisant. Le gros avantage de ce template-là, c'est que en plus, vous avez la possibilité de faire du CSS dynamiquement. Donc vous pouvez lui dire, là, j'aimerais bien importer un fichier CSS qui sera spécifique à ce composant-là. Et ensuite, vous créez un nouveau fichier que vous appelez clock.css et vous pouvez mettre votre style. Il faudra juste penser à rajouter une classe particulière. Donc là, je vais rajouter la classe et on voit encore une fois qu'on avait l'autocomplétion. Je l'appellerai clock. Et je lui dirai maintenant que dans ce CSS, j'aimerais bien avoir un background color red et peut-être une couleur blanche. Ce qui est super intéressant avec ce système-là, c'est que vous avez du hot reload au niveau du CSS. Par exemple, si vous avez fait des modifications, alors je vais pas les faire au niveau de mon composant vu qu'il est re-rendu tout le temps, mais ici, hop, si jamais je change le CSS, on voit que la totalité de la page n'est pas rechargée. Donc vous pouvez faire des changements à chaud de votre CSS et voir les choses sans forcément devoir réactualiser tout. Et ça, c'est plutôt cool. Alors maintenant, on a bien travaillé avec ce JavaScript et on se dit, j'aimerais bien exporter les choses. Donc vous avez une autre commande qui est la commande yarn build. Donc cette commande, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va générer les fichiers statiques. Vous allez avoir un dossier build qui va contenir les différents fichiers qui étaient dans le public avec quelques fichiers supplémentaires et vous avez la partie statique qui va contenir votre CSS et votre JavaScript. Si je regarde l'index.html, c'est un index HTML qui a été minifié avec aucun espace et il a mis le chemin vers notre JS et tout est fait. Donc il ne nous reste plus qu'à déployer ça sur un serveur et ça fonctionnerait. Ensuite, vous avez une autre commande qui est la commande test. Donc on fait un yarn test et ça va permettre de lancer les tests. Comme je vous l'ai dit, on reparlera de cet aspect-là plus tard dans cette formation. Ça permet de tester des composants de manière isolée et de faire du test unitaire. Donc je vais quitter ça en faisant un CTRL-C. On va parler de la dernière commande, la commande eject. Donc la commande eject permet de supprimer en fait ce template que l'on utilise et d'exporter directement la configuration. En effet, si on regarde au niveau de notre package.json, nos différents scripts, start, build, test et eject, sont basés sur React Script, ce qui fait que finalement on a assez peu de dépendance. Mais si votre projet grandit et si vous avez des besoins bien particuliers, vous pourriez être gêné et vous pourriez avoir besoin de manipuler un petit peu plus en profondeur la configuration. Donc dans ce cas-là, il va falloir éjecter les choses. Alors par contre, si vous faites un yarn eject, on vous affichera une petite alerte, vous dites oui, je suis sûr de ne jamais vouloir revenir en arrière, et on vous dira attention, il faut d'abord commit tes changements, je ne peux pas le faire tant que tu n'as pas commit. Donc là, on va faire un petit commit juste pour pas qu'il nous embête, voilà, oui, je veux toujours mettre tout en mémoire, et maintenant je refais une éjection. Je choisis de mettre oui, et on voit qu'il va faire beaucoup de choses, on voit que la structure de notre projet change, on voit d'ailleurs qu'il y a plein de fichiers nouveaux qui ont été mis en place et qui sont maintenant versionnables, et si je reviens dans mon architecture, on voit qu'on a maintenant ce dossier config qui va contenir l'ensemble de notre configuration. On a notre dossier script qui va contenir les scripts qui correspondaient aux différents scripts que l'on avait vus. Build pour construire notre projet, start pour démarrer le serveur de développement, et test pour lancer les tests. Comme vous le voyez, la configuration est plutôt épaisse, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de ne pas éjecter tout de suite. Mais par contre, effectivement, si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez éjecter, et ensuite ça vous permettra de mettre les mains dans le code, et de pouvoir changer la configuration en fonction de vos besoins, en modifiant par exemple la configuration de Webpack, la configuration des différents loaders, tout ça. Mais c'est vrai que par défaut, ce qui est intéressant avec Create React App, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se soucier de cette configuration-là. On peut travailler sur notre petite application React sans se poser de questions, et plus tard, si on le souhaite, on éjecte, comme ça on n'est pas bloqué et lié à Create React App, et on peut continuer notre configuration soi-même. Mais très important, une fois que vous avez éjecté votre application, il n'est pas possible de revenir en arrière. Maintenant, notre configuration est éclatée comme ça, et on ne peut plus utiliser Create React App sans devoir faire pas mal de modifications. Donc voilà pour la petite découverte de cet outil-là. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise encore avec cet outil, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer malgré tout à suivre les prochains chapitres avec l'ancienne méthode. Mais voilà, sachez que de manière générale, on aura tendance à utiliser Webpack ou un bundler lorsque l'on souhaitera travailler avec React.